Un salon de l'agriculture sous tension. Des tracteurs jusque dans les rues de Paris et des agriculteurs déterminés à se faire entendre. Faut nous respecter, quoi. On nous mène en bateau depuis trop longtemps, quoi. Il y a 3 mois, en début d'année, la France a vécu au rythme des blocages sur les routes et autoroutes. Vu l'ampleur de la mobilisation, c'est que le ras-le-bol il a atteint son maximum. Face à la colère et au désarroi du monde paysan, le gouvernement a étoffé son projet de loi sur l'agriculture avec un principal objectif, assurer la souveraineté alimentaire en facilitant l'installation de nouveaux agriculteurs. Le projet de loi d'orientation, c'est d'abord un cap. Le cap, il est assez simple, au fond, c'est celui de la souveraineté et de la sécurité alimentaire. Je rappelle que d'ici 10 ans, 30 à 40% des agriculteurs seront en droit de partir à la retraite. Pour satisfaire une partie des revendications de la FNSEA, le projet de loi accélère par exemple les procédures pour les projets de bâtiments d'élevage et le stockage d'eau. Un texte dénoncé par la chef de file des écologistes qui manifestait le week-end dernier contre un projet de méga-bassine dans le Puy-de-Dôme. Ce gouvernement, il est fort avec les faibles et faible avec les forts. Ils vous disent qu'ils défendent les agriculteurs, c'est faux. Ils défendent les gros agriculteurs, les plus riches. Et les écolos ne sont pas les seuls à donner de la voix. Les LR, LFI et le PS dénoncent un manque de vision et d'ambition. Rien sur le revenu des agriculteurs, rien sur l'accès au foncier, rien sur la protection des agriculteurs face à la concurrence déloyale. Alors le projet de loi examiné depuis cet après-midi à l'Assemblée nationale va-t-il convaincre les députés? Signe-t-il la victoire de l'agrobusiness sur le dos de l'écologie? Avec sa batterie de nouvelles mesures, le gouvernement peut-il parvenir à clore le chapitre de la crise agricole? 3 invités. Arnaud Gaillot, bonsoir monsieur, président des jeunes agriculteurs. Vous êtes éleveur de vaches laitières à Comté dans le Doubs. Vous avez combien de bêtes? 90 vaches laitières. Très bien. Et selon vous, cette loi agricole donc, qui est en discussion ne résout pas l'intégralité de la crise, mais elle est une pièce du puzzle pour ce qui est de la question de l'installation des jeunes, ajoutez-vous, des jeunes agriculteurs, ou la pérennisation du nombre d'exploitations. Ça va plutôt dans le bon sens. À côté de vous, Sandy Olivar-Calvo, bonsoir. Vous êtes chargé de programme alimentation, du programme alimentation et agriculture chez Greenpeace. Selon vous, cette loi insiste une nouvelle fois sur l'idée que l'agriculture et l'écologie s'opposent. Or, c'est faux. Il y a d'autres modèles agricoles, dites-vous, qui ne s'opposent pas du tout à l'écologie. C'est cela qu'il faudrait aider et privilégier. Et à côté de vous, François Purseigle, bonsoir monsieur, sociologue des mondes agricoles, professeur des universités à l'Agro de Toulouse. Vous êtes l'auteur d'Une agriculture sans agriculteurs, paru aux presses de Sciences Po. Et selon vous, ce qui rend cette crise complexe, c'est que les agriculteurs ne sont pas d'accord entre eux, leurs activités s'inscrivent dans des logiques parfois antagonistes. Par exemple, les éleveurs veulent des prix planchers alors que les viticulteurs n'en veulent pas. Et on va évoquer tout cela à partir de l'article du jour. Oui, c'est l'article 1er du projet de loi d'orientation donc pour la souveraineté alimentaire et agricole dont l'examen commence aujourd'hui. Voici son contenu. La protection, la valorisation et le développement de l'agriculture sont d'intérêt général majeur en tant qu'ils garantissent la souveraineté alimentaire de la nation. Arnaud Gaillot, comment vous comprenez cette expression d'intérêt général majeur que la production agricole est prioritaire sur toute autre considération? Non. Nous, ce qu'on avait demandé, parce que je fais partie de ceux qui l'ont demandé et soutenu, c'était juste de rééquilibrer au même niveau que l'environnement ou que d'autres fondements d'intérêt national de la nation, l'agriculture, parce que pourquoi l'agriculture serait mise à un rang inférieur alors qu'elle participe à la sécurisation d'une principale pour l'être humain, c'est l'alimentation. Sandy Olivar-Calvo, c'est un rééquilibrage, du coup, par rapport aussi à l'environnement qui est présent dans la Constitution aujourd'hui, la protection de l'environnement. Alors, plusieurs choses autour de cette notion. La première, c'est que sur le plan juridique, elle est extrêmement floue et peu claire, et que les conséquences quelles qu'elles soient positives ou négatives pour les personnes qui la poussent, restent très floues et à déterminer. Ceci étant dit, au-delà du plan juridique, sur le plan politique, du côté du gouvernement, je dis bien du côté du gouvernement, ça a été explicitement cité comme une notion qui pourrait être utilisée devant les juges administratifs pour déroger face à certaines règles environnementales, pour notamment construire des projets d'agriculture à fort impact environnemental. Je ne mets pas toute l'agriculture là-dedans, je dis des projets d'agriculture à fort impact environnemental, comme les projets d'agriculture, d'élevage industriel ou de méga-bassines. Moi, ce qui me pose question avec cette notion, au-delà de ce que je viens d'évoquer, c'est
de quelle agriculture on parle. Aujourd'hui, il y a des modèles qui fonctionnent très bien, qui sont des modèles d'agriculture familiale, notamment en élevage bovin. Il faut soutenir ce modèle-là. On est à un carrefour, et ça, je pense que c'est très important sur l'élevage bovin. On est vraiment à un carrefour. Comment on fait en sorte de maintenir nos filières familiales. Et quand on donne cet élément, quand on donne cette phrase, on ne parle pas, on ne définit pas l'agriculture qu'on veut soutenir. Et moi, c'est ça qui me pose question. Par contre, l'ensemble du texte vise bien à soutenir un modèle d'agriculture qui va industrialiser et avoir des conséquences sur le modèle paysan, sur l'agriculture paysanne. Mais je pourrais revenir après dessus. Un arbitrage, M. Purseigle? Arbitrage, c'est difficile. Je pense que ça répond à la volonté, finalement, d'apporter des réponses à cette crise de reconnaissance et de méconnaissance de l'agriculture qui était centrale dans la crise que nous traversons encore aujourd'hui en agriculture. Il y a la volonté pour le gouvernement, finalement, aussi de rééquilibrer l'intérêt général environnemental et l'intérêt général agricole, alors en sachant que l'intérêt général environnemental est de droit constitutionnel. Là, il aurait simplement une valeur législative. Que feront les préfets, que feront les juges? C'est une vraie question. Et là, on voit bien que l'intention prime parfois sur l'outil, et la symbolique même prime parfois sur l'outil. C'est une vraie question qui se pose. Arnaud Gaillot, alors, il va y avoir une accélération des procédures de contentieux sur les projets de stockage d'eau, ce qu'on a appelé les méga-bassines, de construction de bâtiments d'élevage. C'est ce que vous souhaitez? Vous considérez que c'est une victoire, ce texte-là, et ces précautions-là par rapport à l'écologie et l'environnement? Mais non, parce que le problème qu'on a dans ce pays, c'est que dès l'instant qu'il y a un projet agricole, on veut forcément l'opposer à l'environnement. On ne fait pas d'environnement sans agriculture. Si la France a ses paysages, c'est parce qu'il y a une agriculture. Et nous, ce qu'on a voulu dans l'accélération de ça, c'est que maintenant, il y a des gens qui sont coutumiers du recours sur recours sur recours et qu'on ne peut plus rien faire. Et ne serait-ce qu'une installation industrielle, c'est un seuil de 150 vaches. Vous allez voir dans des pays voisins, ils sont au-delà de 150 vaches. Et 150 vaches, si vous êtes deux associés, ça en fait 75 chacun. Ce n'est pas une ferme comme les États-Unis, tout ça. On est très loin de l'agro-industrie, comme certains veulent le décrire. Et donc, l'accélération, pourquoi? Parce qu'il y a un moment donné, qu'est-ce qu'on fait si on ne gère pas l'eau dans ce pays? Et nous, on l'a toujours dit, il faut que ça soit des projets multi-usages. Il faut qu'on réfléchisse territoire. Qu'est-ce qu'on fait? Vous ne ferez pas dans le Doubs des projets comme vous allez faire en Nouvelle-Aquitaine ou ailleurs. Au cas par cas. Mais oui, au cas par cas. Mais si on ne gère pas l'eau dans ce pays, on sait que l'eau va tomber différemment à des périodes différentes. On le voit, moi dans mon département, ça fait 7 mois qu'il pleut. Il y a un moment donné, potentiellement, elle va s'arrêter dans le Doubs. Et qu'est-ce qu'on fait derrière si pendant 6 mois, il ne pleut plus? On le voit, il y a des endroits où on ferme l'eau au robinet. Vous voyez la région de Perpignan, les conditions dramatiques. Moi, je ne dis pas qu'il faut de l'eau juste pour une profession, mais l'eau est une cause générale. Il va falloir la stocker, il va falloir la préserver. Mais Sandy Oliver-Calvo, on entend ça, des contentieux, ça a empêché les exploitations, je ne sais pas, peut-être la vôtre, de s'agrandir parce qu'il y a trop de contentieux et qu'il y a un recours abusif. Alors, sur cet article, on parle spécifiquement de l'article 15 et effectivement, il vise à accélérer les contentieux contre les projets de méga-bassines et d'élevage qui passent un certain seuil. Et effectivement, on parle des plus gros élevages en France qui ne sont pas du tout, notamment pour l'élevage bovin, représentatifs de l'état de la filière française. Et si aujourd'hui, il y a des associations écologistes qui parfois s'opposent ou même des riverains à ces modèles-là, c'est bien parce qu'on voit que la tendance, quand elle est à l'industrialisation ou à l'agrandissement, elle est en parallèle, elle va de pair avec une tendance qui fait chuter le nombre d'exploitations et le nombre d'agriculteurs sur le territoire. Donc moi, je pose la question de cet article et aussi de la tendance générale de ce texte qui veut accélérer la construction de certains projets d'agriculture industrielle. Quand on accélère l'industrialisation de l'agriculture, ça a des conséquences sur l'environnement, mais ça a pour conséquence concrète, et je reprendrai des chiffres après sur l'élevage laitier, ça a pour conséquence concrète de voir le nombre d'exploitations et d'agriculteurs chuter en France. Et pour moi, je pose du coup le postulat de est-ce que c'est la solution à long terme pour maintenir une agriculture avec des agriculteurs, pour reprendre le titre de votre livre, en France. Et François Purseigle, est-ce que cette loi, toujours juste quand même par rapport à l'écologie, fin janvier, Emmanuel Macron avait annoncé que l'Office français de la biodiversité allait passer sous le contrôle des préfets, ce qui était déjà une sorte d'atteinte à leur autonomie. Et dans la loi, il y a l'évocation d'une dépénalisation des atteintes à l'environnement, même si elles sont majeures. Est-ce que ça ne va pas tout à fait, ça n'est pas rassurant dans justement cette affiliation entre l'écologie et l'agriculture que dénoncent certains? Je ne sais pas, moi ce que je retiendrai, c'est l'incapacité qu'on a quand même dans ce pays à penser finalement l'entreprise agricole comme une entreprise dans ce qu'elle a de plus banal. C'est-à-dire qu'on n'accepte pas finalement des entreprises agricoles ce qu'on accepte pour le secteur artisanal ou commercial, c'est-à-dire une mutualisation des outils, sans parler d'un projet agro-industriel. On va avoir de moins en moins d'agriculteurs.
il va y avoir nécessité quand même de mutualiser des outils, donc de créer forcément des entreprises qui auront immanquablement des tailles relativement plus grandes. Hein. Donc la question qui va se poser est de savoir si on veut aussi produire à l'échelle de certains territoires. C'est quand même aussi une vraie question. Hein. Ce projet d'article n'est pas simplement lié à la gestion des contentieux autour de l'eau. C'est aussi lié, d'après ce qu'on peut comprendre, aussi de la volonté de dire il faut maintenir aussi une partie de l'activité agricole dans certains territoires. N'oublions pas que jusqu'à présent, la concentration avait permis de maintenir le niveau de production. Rien n'est moins sûr demain. Donc il y a cette question aussi, en termes d'indicateurs de souveraineté alimentaire, qui est présente dans cette idée. Reste à savoir, comme on disait, si les juges et préfets vont arbitrer en faveur d'un intérêt ou d'un autre. Alors, 400 000 agriculteurs ou paysans en France, il y a un objectif de pérenniser, de les garder. Comment fait-on, Anna, puisqu'il y a une baisse régulière des paysans et des exploitations? Oui, exactement, de moins en moins. En 1955, il y a près de 70 ans, la France comptait plus de 2 millions d'agriculteurs et au dernier recensement de 2020, il n'était plus que 496 000, on le voit ici. Surtout, c'est une population très vieillissante et on sait que dans 10 ans, un agriculteur sur 3 va partir à la retraite. Et donc, tout l'enjeu, c'est donc de favoriser le renouvellement des générations, de faciliter l'installation des jeunes agriculteurs et bien sûr de rendre attractive la filière agricole. Alors, le ministre de l'Agriculture, Marc Fesneau, a déjà proposé un plan dans ce sens à la mi-décembre et voilà ce qu'il prévoit. Sur le volet formation d'abord, les collégiens et lycéens pourront réaliser un stage immersif dans les exploitations agricoles et un bachelor agro de niveau Bac+3 va être créé en 2025 pour former les futurs agriculteurs. Et sur le volet installation maintenant, l'État prévoit un nouveau guichet unique qui va s'appeler France Service Agriculture pour aider non seulement à l'installation des jeunes agriculteurs, mais aussi à la transmission d'exploitation. Et enfin, 2 milliards d'euros de prêts doivent être débloqués pour aider les jeunes agriculteurs qui se lancent. Arnaud Gaillot, est-ce que ça vous paraît suffisant, ces mesures, pour attirer plus de jeunes dans l'agriculture ? Écoutez, on les a apportés. Après, est-ce que ça sera suffisant? Je vous répondrai dans 10 ans, si on a réussi le pari de maintenir ce chiffre à 400 000. Moi, je vais être très honnête. Il ne faut pas viser guère plus. Enfin, moi, j'entends certains qui disent qu'ils voudraient remettre 1 million d'agriculteurs. Moi, je vous le dis à titre personnel, comme certains de mes collègues, l'agriculture des années 70, comme mon grand-père l'a fait, ne m'intéresse pas. Mais je ne la ferai pas, parce que les conditions de travail n'étaient pas celles d'aujourd'hui, la qualité de vie n'était pas celle d'aujourd'hui. Moi, ils ne sont jamais partis en vacances, mes grands-parents. Ma grand-mère n'a jamais vu la mère. La mère, elle est morte il y a quelques mois, elle ne l'aura jamais vue. Enfin, moi, je n'aspire pas à ça. Ma compagne, qui n'est pas issue du monde agricole, n'aspire pas à ce que finalement, on ne parte jamais en vacances. Donc, il y a aussi une nouvelle génération qui est en train d'arriver avec des attentes différentes. Et donc, on ne va pas le reposer. Il y a des gens qui aussi aspirent à ces modèles-là. Et le but, c'est aussi de leur trouver la place. Et chez Jeunes Agriculteurs, on a toujours défendu le 1000 visages. Alors, c'est pas 1000, mais toutes ces différences d'agriculture. Et je pense que c'est ce qui fait la richesse de cette France. C'est ces agricultures biologiques, ces agricultures conventionnelles, entrée de gamme, parce que ça répond aussi à des secteurs de marché. Parce qu'on le voit bien. Ce n'est pas demain toute la population qui va acheter de l'agriculture biologique, parce qu'il y a aussi des questions de revenus, tout ça. Et des fois, en fait, on a trop tendance à s'attaquer finalement, par l'agriculture, à des causes qui concernent d'autres sujets. La question du prix du logement, la question des coûts des transports, la question de ça. Et donc, en fait, c'est un peu ça aussi qui s'est exprimé dans cette crise, cette sensation que finalement, c'est à vous et à vous seul que porte la responsabilité de nous trouver les solutions pour préserver le climat, pour faire une alimentation... non, et ça ne passe plus. Par rapport au climat, le plan éco-phyto a été reporté, le plan qui il est était sorti. Ah bon? Il va sortir là, ça y est. Mais il va faire l'objet d'un texte séparé. Non, le nouvel éco-phyto, il sort avec, en fait, c'est juste quelque chose qui est remis à part. C'est la question qu'avant, c'était le NODI, quelque chose de technique pour prendre les indications. Nous, on a demandé un indicateur européen. Ça, c'est pas à un moment donné, on veut être européen, mais quand ça nous arrange, on reste que français. Donc, nous, on a dit, prenons l'indicateur européen et qui a en plus un spectre bien plus large avec les molécules plus grandes. Sandy Olivar-Calvo, on a l'impression que les écolos n'en vendent pas forcément ce que vient de dire Arnaud Gaillot, c'est-à-dire de ne pas revenir à un ancien modèle, que les écolos veulent plus d'exploitation, de petites exploitations, et qu'ils ne comprennent pas qu'il y a un changement de modèle et d'accompagner ce modèle, et qu'il y a un antagonisme permanent. Moi, j'entends très bien qu'il y a plusieurs modèles agricoles, et ça, c'est important de le dire. Il n'y a pas une agriculture, il y a des agricultures. Ça, c'est très important, et c'est notamment toute la question autour de cet article-là, de quelle agriculture on parle. Mais il y a, en tout cas dans ce texte, une volonté politique de soutenir un certain modèle agricole qui... moi, je vous vois hocher, mais on peut en débattre. Non, mais... lequel qualifié? J'y viens, qui vise à soutenir un certain modèle agricole qui, effectivement...
fait grossir les exploitations. Il y a une différence entre avoir comme volonté politique de faire l'agriculture comme un seul objet compétitif, de compétitivité pour la balance commerciale, pour être ultra tourné vers l'export, etc., ou de considérer l'agriculture comme à taille humaine, ce qui ne veut pas dire revenir à des décennies en arrière, mais une agriculture à taille humaine, respectueuse de l'environnement. Il y a des modèles qui fonctionnent, notamment dans le bovin. Et moi, j'insiste sur le fait que la filière bovine, par exemple, est à un carrefour et que accélérer l'industrialisation de manière générale de l'agriculture, c'est faire le choix de risquer de perdre cette agriculture familiale, notamment pour le bovin, dans les prochaines années. Et ça, les militants écologistes ou les associations écologistes l'entendent, parce qu'il y a une volonté de maintenir ces filières-là aussi pour maintenir le nombre de paysans sur le territoire. On va parler des revenus. Il faut parler des revenus, la question très important. Des prix est centrale, des revenus, elle est toujours une préoccupation des agriculteurs, on va l'entendre. Ce qu'on veut, c'est des prix rémunérateurs pour se verser un salaire à la fin du mois. Là, aujourd'hui, ce qu'on vend, on le vend à perte. Et personne ne fait ça. Le premier problème, c'est le revenu des paysans. Et le revenu des paysans, aujourd'hui, il est faible. Et nous, ce qu'on demande, c'est de ne pas pouvoir vendre nos produits en dessous du coût de production et de ne pas être en concurrence avec des produits qui viennent des quatre coins du monde à des tarifs inférieurs aux nôtres. Vous rappelez que 25% des maraîchers vivent sous le seuil de pauvreté. François Purseigle, c'est vrai qu'il n'y a rien dans le projet de loi là-dessus sur la question des rémunérations des agriculteurs. Il y a eu des lois dans le passé, mais là, on s'attendait à ce qu'il y ait un chapitre, il n'y en a pas. C'est très compliqué de répondre à cette question des revenus qui n'était pas non plus centrale dans la crise agricole. La crise agricole, c'était une crise d'abord sanitaire. C'était une crise sanitaire qui est partie d'une région confrontés à une épidémie. Ne l'oublions pas. Et c'est bien pour ça que, malgré l'éventail des revenus, la plupart des agriculteurs étaient dans la rue. Donc voilà, il y a des gens qui gagnaient très bien leur vie qui étaient dans la rue. Donc on voit bien que les questions, elles étaient beaucoup plus complexes que ça. Et on voit bien que de toute façon, ce projet de loi ne peut pas non plus porter un modèle plus qu'un autre. On voit bien que les politiques sont dans l'incapacité, justement, de penser justement un modèle agricole. Et on voit bien que la profession est en quête d'une ambition partagée. C'est bien ça le drame aussi de l'agriculture. Je vois quand on réintroduit des amendements sur le modèle de l'agriculture familiale, ça me fait un peu sourire parce qu'on sait aujourd'hui que seuls 18% des chefs d'exploitation travaillent en couple. Donc c'est quand même intéressant. Cette loi, elle donne à voir finalement l'incapacité, je dirais plutôt, à penser un modèle. Mais Arnaud Gaillot, la question des rémunérations et des revenus, c'est central quand même, non ? Et ça a été, en fait, ça a mis le feu aux poudres aussi. On l'a encore vu là, avec des témoignages. Sur une partie, c'est une partie, parce qu'en fait, les États généraux de l'alimentation, il y a des travaux qui sont en cours pour les renforcer, mais ça va répondre qu'à une partie des agriculteurs, parce que ça peut marcher que sur le marché intérieur français. Ça ne vous concerne pas, vous, par exemple ? Moi, non, parce que je suis en filière comptée AOC, et moi, la loi Egalim, j'en ai pas besoin, parce que j'ai une filière qui rémunère, et moi, je l'avais dit dès le début des manifs, je suis l'exemple qu'il y a des agricultures qui rémunèrent, qui permettent aux gens d'avoir un salaire. Et ça, il faut le dire aussi, parce que si les jeunes qui nous écoutent, ils vont se dire, s'il y en a plein qui gagnent la vie, qu'est-ce qu'ils viennent nous faire une loi pour qu'on vienne faire le métier ? On a aussi des filières qui sont en capacité de rémunérer. On en a d'autres qui sont en souffrance. C'est ça, il y a des revendications qui sont diverses. Oui, parce qu'en fait, le vrai sujet, c'est comment on est dans l'histoire du CAP. C'est comment on repositionne notre agriculture sur les différents segments de marché. On a besoin d'une agriculture sur l'entrée de gamme, le milieu de gamme. Qu'est-ce que vous appelez l'entrée de gamme pour les gens qui nous regardent ? Mais l'entrée de gamme, c'est une agriculture qui permet à des gens qui n'ont pas les moyens de mettre forcément le prix pour acheter un morceau de comté ou autre chose, de pouvoir quand même se nourrir. Parce qu'on peut avoir des grands principes, on peut avoir des grandes philosophies. Et moi, je ne vais pas faire l'avocat du diable de la personne qui serait célibataire avec des enfants et qui a du mal à finir les fins de mois. Ça veut dire, sa seule marche, c'est l'alimentation. C'est qu'à un moment donné, on a mis beaucoup d'argent sur le bio, au détriment aussi d'aller vers une agriculture qui pouvait s'adresser au plus grand nombre. C'est aussi une forme de discrimination alimentaire, non ? Non, sur la pression écolo. Non, il y a eu un choix politique à un moment qui a été fait de soutenir une agriculture qui a moins d'impact sur la santé des agriculteurs, des consommateurs et sur l'environnement. Donc c'est un choix de cap, de se dire dans quelle est l'orientation qu'on veut donner à notre société et à notre agriculture. Et par contre, derrière, il n'y a pas eu le choix politique de soutenir cette filière. C'est une filière qui est extrêmement en crise, qui a été beaucoup moins soutenue que les autres filières en crise, et par ailleurs pour laquelle on n'a pas donné de débouchés alimentaires. Et ça, c'est très important parce qu'on a souvent tendance à penser nos politiques agricoles de manière unique sans les penser avec nos politiques alimentaires. Mais le problème de la bio, c'est qu'on n'a pas mis en place notamment toutes les règles qui ont été mises en œuvre dans la loi Egalim d'assurer des débouchés au bio dans la restauration collective, etc. Donc forcément, c'est une filière qui est en difficulté aujourd'hui, mais ce n'est pas l'échec de la filière, c'est l'échec des politiques publiques. Mais il y a alors des politiques publiques, les politiques publiques ne peuvent pas tout résoudre de toute façon. Il y a une question aussi de consentement
à payer. On voit bien que les consommateurs se l'implication et la responsabilité des circuits consommateurs, courts. de nous autres. On voit que les boutiques de producteurs perdent des clients depuis 5 ans et que le marché de la bio n'est pas folichon. Pourquoi ? Parce qu'on a des Français qui réclament de la montée en gamme, mais comme on le disait, se précipitent sur les entrées de gamme. C'est aussi ça, les paradoxes de cette crise. C'est-à-dire le poulet bio plutôt que le poulet premier prix. Écoutez, dans certains territoires, on ne veut pas de certains outils dits industriels ou des outils mutualisés, et pour autant, des chaînes de la grande distribution qui proposent des nuggets qui viennent aussi du Brésil sont vendus sur un même territoire. On va rejeter un projet porté par des agriculteurs locaux et accepter l'implantation d'une chaîne de fast-food. C'est quand même intéressant. Alors, Sandy Oliver-Calvo, la question des accords de libre-échange avec des produits, on a beaucoup parlé pendant la crise du poulet ukrainien qui arrivait en France et qui donc pouvait éventuellement être un vrai problème, hypothéquer, défavoriser la situation des éleveurs français. Est-ce que ça devrait être dans la loi, dans le projet de loi, cette question ? Ça, c'est pas du domaine de la politique agricole française, c'est du domaine des politiques européennes et des accords de libre-échange qu'on vote au niveau européen. Donc, c'est pas la loi d'orientation agricole qui pourrait régler ce problème. Par contre, on a voté récemment des accords de libre-échange au niveau européen, notamment avec le Kenya, si je ne me trompe pas. On est dans une perspective où on risque effectivement de voir des accords de libre-échange se mettre en œuvre au niveau du Mercosur. Et des problèmes de concurrence jugés déloyales. Donc ça pose effectivement ces questions de politique européenne d'ultra-libre-échange. Et qui, du coup, pousse notre agriculture vers à la fois des modèles agricoles qui sont extrêmement dépendants des importations pour leurs filières. Je parle des filières d'élevage qui peuvent parfois, certaines filières et certains modèles, je ne dis pas toute l'agriculture et tous les élevages, mais certaines filières et certains modèles qui sont très dépendants des importations pour nourrir leurs animaux et qui sont très tournés vers l'export. Ça, par exemple, ça n'assure pas la réelle souveraineté alimentaire de la France et ça, c'est central pour le coup dans la loi d'orientation agricole. Arnaud Gaillot, le devenir de la mobilisation qu'on a vu qu'il est très forte, il dépend de ce qu'il y aura dans la loi au final, à l'issue de l'examen du texte ? Moi, je le réaffirme, pour moi, c'est une des pièces du puzzle. Derrière, il y a la question de la PPL phytosanitaire annoncée, la question de la PPL simplification. Expliquer pour les néophytes. Les propositions de loi sur les simplifications. Donc vous restez hyper vigilant, vous dites pour l'instant... Je reste qu'il y a beaucoup d'éléments qui sont sur la table, qui sont de nature à apporter des réponses à une multitude de causes. Je pense qu'avant l'automne, ça sera compliqué de se prononcer si, oui ou non, le gouvernement a été au rendez-vous. Avant l'automne, c'est-à-dire que vous vous dites, on ne pourra pas dire si on est satisfait ou pas avant l'automne. Non, on peut dire que ça va dans le bon sens, on peut dire qu'il y a des choses qui bougent comme elles ont bougé à l'Europe. La question, c'est l'applicabilité aussi de la loi et de la règle. Donc finalement, que nous disent les agriculteurs quand on fait du terrain ? Ils nous disent, on attend de voir. Oui. On attend de voir ce qui va se passer en termes de simplification. Et ça va prendre forcément du temps. Et tout ne sera pas résolu avec une seule loi. Écoutez, c'est le mot de la fin. C'est un mot de la fin parfait pour ce débat. Merci à tous les trois d'être venus nous donner votre point de vue et votre sentiment sur ce projet de loi.